Au milieu des terres arides, au-delà des montagnes des confins de l'Orient, se trouvait le petit village de Agerd. Comptant très peu d'habitants, il était inconnu du monde, mais le plus populaire de la région. Non pas pour une quelconque culture ou bien une personnalité originaire de cette terre, mais pour une toute autre histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Agerd était bâti au pied d'une colline et sur son versant est, vivant de la culture du blé, des amandes et tout autre condiment que les habitants vendaient au marché leur permettant de survivre. L'eau étant une denrée rare, les habitants devaient parcourir à dos d'âne de longues distances pour se la procurer, les puits étant très prisés par tous. Isia n'était pas différente des autres filles de son âge. À 18 ans, elle attendait impatiemment de se marier et fonder sa propre famille, horrifiée à l'idée de dépasser l'âge limite où aucun homme ne s'intéresserait plus à elle, car il fut un temps où la réussite d'une femme dépendait de son mariage et des enfants qui en découleraient. Mais à l'heure actuelle, elle vivait avec son père, sa mère étant décédée des suites d'une maladie lorsqu'elle avait seulement 12 ans. Isia ne l'a jamais oubliée, pensant à la défunte tous les jours. Son père la traitait très bien, mais était très âgé et avait de plus en plus besoin des services de sa petite fille. Elle l'aimait aussi énormément, mais rêvait tout de même de quitter le cocon familial afin de rejoindre sa propre maison, même si cela signifiait de seulement traverser le chemin taillé dans les rochers face à leur porte d'entrée. Ajoutez à cela les tâches quotidiennes, notamment s'occuper de leurs petits champs, puiser de l'eau, couper du bois. Elle se prenait à rêver à une vie meilleure. Peu avant le coucher du soleil, Isia avait l'habitude de retrouver ses amis et voisines tout en haut de la colline surplombant leur village. Le principal sujet de leur conversation était toujours le même, l'inquiétude de ne pas se marier un jour et se comparer aux vieilles filles du village qui étaient à 30 ans toujours chez leurs parents. Elle parlait aussi beaucoup des garçons de la commune, plus âgés, l'ayant quittée pour travailler, et qui reviendraient sûrement bientôt pour choisir l'une d'elles comme épouse. Un soir comme les autres, les filles se retrouvèrent encore une fois sur leur colline favorite et discutaient de tout et de rien. Il commençait à faire nuit noire lorsqu'elles parlaient de ce qu'elles désiraient, de la vie qu'elles voudraient mener. Une des filles qui se trouvait parmi elles prit la parole. « J'ai entendu parler d'un puits qui exauce les souhaits quels qu'ils soient. » Aucun éclairage à l'horizon, Isia ne reconnut pas la voix de la jeune fille qui venait de prendre la parole. Mais cela ne la perturba pas plus que cela, comme il arrivait souvent que des filles des villages voisins se joignaient à elle. « Un puits qui exauce les souhaits ? Comment ça ?» répondit Aïba, la cousine paternelle de Isia, dont la voix portante serait reconnue par n'importe qui. « Eh bien, un puits où il suffit de jeter un objet de valeur pour se voir exaucer un souhait, » répliqua la voix inconnue sur un ton enjoué. « De valeur ? La seule chose que j'ai de valeur, ce sont mes dents, » dit sur un ton sérieux Aïba, qui provoqua le rire de la dizaine de filles autour d'elle. « Pas de valeur matérielle, mais valeur sentimentale. Et ce pourrait être n'importe quoi, tant que tu y es beaucoup attaché. »« Et où se situe ce puits ?» dit une voix très douce. Isia la reconnut comme étant celle de Eya, sa plus proche amie, la fenêtre de sa chambre donnant sur sa maison. « Entre Agerd et Fouano, sur la plaine près des vestiges. Personne ne va épuiser de l'eau depuis des années, car ces murs tombent en ruine. Mais je vous assure qu'il y est. Tout ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Mais il faut y aller la nuit, ça ne fonctionne pas en journée. »« Tiens, moi je voudrais bien une nouvelle jupe. La mienne se coupe rien qu'en la touchant. Elle était à mes deux grandes sœurs avant moi. » s'esclaffa Oda sur un ton moqueur. « Moi ? Un nouveau grand frère ? Le mien est odieux avec moi. Il me traite comme une bonne !» pouffa de rire Yamma, accompagné des rires de toute l'assemblée plongée dans le noir. Seules les étoiles brillaient dans l'obscurité, où Isia semblait être la seule à ne pas rire, songeant à tout ce qu'elle pouvait souhaiter dans ce puits. Elle voulait demander plus de détails à ce sujet auprès de la fille à qui appartient la voix inconnue, mais elle ne pouvait la reconnaître parmi l'attroupement. En rentrant chez elle, accompagnée des filles qui chacune à leur tour rejoignaient leur maison sur le chemin éclairé par de nombreuses lanternes qu'elle tenait à la main, elle resta silencieuse, plongée dans ses idées. Sa maison étant la dernière au bout du chemin, il ne restait plus que Aïba, sa cousine, et Iya, sa voisine, lorsqu'elle retrouva ses esprits,
interpellée par Aïba, qui rentrait chez elle en lui disant au revoir. Eya, qui connaissait parfaitement bien sa meilleure amie, lui dit alors « À quoi tu penses depuis tout à l'heure ?»« Oh, rien. C'est juste cette histoire de puits et de souhait. Je me demande si c'est vrai. » »« Tu ne vas pas quand même y croire. Ce n'est qu'une légende, ou une mauvaise farce. D'ailleurs, on ne sait même pas qui en a parlé. » »« Ah, toi non plus. Tu ne l'as pas reconnu. Je me demande qui c'est. J'ai des questions à lui poser. » répondit Izia, qui avait l'air un peu trop excitée pour Eya. « T'es pas sérieuse, rassure-moi. » dit Eya, un sourire inquiet aux lèvres. Non, bien sûr que non. Et puis quoi encore? Elles étaient arrivées chez elle lorsqu'elles se quittèrent en se souhaitant mutuellement une bonne nuit. Eya n'était pas rassurée par les paroles de sa meilleure amie, et Izia, qui l'aimait énormément, ne pouvait lui dire ses vraies pensées sans l'inquiéter et préféra les garder pour elle. La nuit passa sans qu'Izia ne ferme l'œil, cette histoire de puits lui trottant dans la tête. Elle ne pouvait se résigner à l'oublier. Que perdrait-elle en s'y rendant, et essayer de voir si effectivement elle pourrait réaliser un de ses souhaits. Les jours passèrent, et la jeune fille pensait encore et toujours à ce puits. S'occuper de la maison, des tâches qui en découlaient, et de son père seul devenait dur à vivre. L'aider à s'habiller, à se nourrir, à marcher. Tout cela, elle le faisait de bon cœur, oui, mais la perspective d'une vie meilleure pour elle rendait ses corvées plus difficiles. Depuis le toit de sa maison, elle pouvait observer les ruines où le puits se trouvait, essayant de le distinguer malgré la distance et les couleurs ternes du paysage, mais en vain. Chaque soir, elle espérait retrouver l'inconnu afin de lui poser les questions qui lui brûlaient les lèvres, mais elle ne la revit plus jamais. Personne parmi les jeunes filles de la colline ne savait qui elle était, car aucune d'elles ne lui avait parlé ce soir-là, après son intervention. Un matin, Izia, occupée à nettoyer le sol où son père a malencontreusement renversé du jus d'orange qu'elle avait pressé, prit la décision de se rendre au puits, le soir même. Elle était impatiente. Sa vie ne la comblait pas de bonheur, et l'impression que rien ne changera jamais s'était transformée en certitude. Le soir venu, après avoir couché son père dans sa chambre, elle éteignit toutes les bougies et attendit un bon moment avant de se lever. Elle prit soin de jeter un œil dans la chambre de ce dernier afin de s'assurer qu'il s'était bien endormi, puis sortit du salon qui lui servait de chambre, mit ses chaussures, prit une lanterne qu'elle alluma tout en la couvrant pour ne pas prendre le risque de se faire remarquer, sortit de la maison et se dirigea vers le village de Fouanou. Elle se trouvait chanceuse d'habiter dans la dernière maison du village, lui évitant ainsi de le traverser. De plus, la lune éclairait bien la vaste plaine qui s'étalait devant elle, rendant la lanterne inutile. Elle l'éteignit et suivit le sentier. Il suffisait de suivre le chemin, et les ruines se trouveraient sur la droite. Elle pouvait déjà apercevoir leur ombre. Sur le chemin, l'euphorie à l'idée d'avoir ce qu'elle souhaite du plus profond de son cœur laissa place à la peur et l'incertitude. Marcher seule au milieu de la nuit, dans une vaste plaine, pour seul bruit les pas qu'elle faisait sur le sol terreux et caillouteux, lui fit prendre conscience que sa mission était assez ridicule. Mais elle se résigna à la poursuivre au point où elle en était. Elle aperçut enfin les vestiges d'habitations anciennes et sortit du chemin pour les rejoindre. Elle essayait de distinguer parmi les décombres le puits, quand elle se rendit compte qu'elle ne savait pas à quoi il pourrait ressembler, et marcha alors d'un pas inquiet, mais assuré, jusqu'à atteindre les ruines. Les murs étaient au nombre de 2 et assez éloignés l'un de l'autre. Le reste n'était que de gros tas de cailloux, impossible à définir ce qu'ils pouvaient bien être jadis. Elle chercha un peu partout, escaladant des tas de pierres, glissant par moments, jusqu'à discerner plus loin une forme cylindrique. « C'est sûrement lui », se dit-elle, et elle s'avança à grande enjambée jusqu'au puits. C'était un puits tout ce qu'il y avait de plus banal, fait de pierres entassées les unes sur les autres, mais sans seau pour épuiser de l'eau. Il était plutôt bien conservé si on le compare aux ruines non loin de là, et comprit pourquoi personne ne connaissait l'existence de ce puits, trop loin du chemin pour être accessible, et caché derrière les décombres pour être vu de loin. Elle se pencha au-dessus pour distinguer le fond, mais ne vit rien. La lune pouvait éclairer la terre, mais pas forcément le fond d'un gouffre.
Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Enfin, elle pourrait faire le souhait dont elle rêve depuis toujours, depuis ses 12 ans. Elle enleva son collier, seul cadeau de la part de sa mère, qu'elle n'a jamais quitté et qui est l'objet le plus précieux qu'elle possède, le rapprocha de ses lèvres et dit d'une voix tremblante : « Je souhaite que ma maman revienne parmi nous. » Elle jeta le collier dans le puits et le regarda disparaître, non sans un pincement au cœur, et se concentra afin de l'entendre toucher l'eau, mais rien. Soudain, des bruits de pas la firent sursauter. Elle regarda autour d'elle et vit une silhouette féminine s'approcher. Isia recula d'un bond tout en l'observant. « Étrange, se dit-elle. Ses pas sont ceux d'un animal. » Mais elle n'y prêta pas plus d'attention lorsqu'elle vit le visage de cette femme apparaître sous la lumière de l'astre nocturne et se tenir près du puits de l'autre côté, face à elle. « Bonsoir à toi, jeune créature. Ton souhait a été entendu, mais non accepté. Sache qu'il m'est impossible de ressusciter un être mort et enterré. Tu as le droit de me demander de réaliser un autre souhait. » Isia ne pouvait s'empêcher, tout en l'écoutant, de penser à quel point cette femme était belle. Un visage parfait, des traits fins, un cou lisse, des cheveux foncés qui dépassaient à peine du voile qui recouvrait ses cheveux. Son pull et sa longue jupe qui recouvrait ses jambes étaient propres et neufs. Ses mains blanches et douces, pas du tout semblables aux mains des femmes du village généralement rudes et sèches. Son souhait refusé, elle ne put s'empêcher de pleurer, car déjà pleine d'espoir à l'idée de revoir sa mère. « Pourquoi t'attristes-tu, jeune fille ? Je te le répète une dernière fois. Tu as le droit à un autre souhait. Tout ce que tu veux, tu peux me le demander. » Isia songea alors, tout en séchant ses larmes, au souhait qu'elle voudrait voir se réaliser. « Je souhaite me marier avec un homme bien. » »« Soit tu seras mariée à un homme plein de bienfaits. » La belle femme tourna les talons et, dans un bruit de pas particulier, disparut dans la nuit. Isia rentra chez elle, emplie d'émotion, et se coucha avec difficulté, songeant à la rencontre qu'elle avait faite. Le lendemain matin, sans avoir eu le temps de repenser à ce qu'elle avait vécu la veille, un homme se présenta chez elle, originaire du village voisin, pour lui demander sa main. Adil, fils de Youssef, la famille la plus riche de la région, et donc la plus connue. Voyant là un signe que ce puits avait bien réalisé son vœu, elle accepta sans discussion, et le mariage se fit dans la semaine, pour le plus grand bonheur de son père affaibli et de ses amis. Enfin mariée, Isia vivait à présent dans le village de Foineau, dans une maison magnifique, accompagnée de servants. Elle rendait régulièrement visite à son père dans son village d'origine. Ce dernier allait de plus en plus mal, la marche étant devenue quasiment impossible, et alla vivre chez un de ses frères, le père de Haïba, où il était très bien traité. Sa fille lui proposa à de nombreuses reprises de venir vivre dans sa nouvelle habitation, mais il refusait catégoriquement, considérant son honneur bafoué s'il acceptait. 2 ans passèrent, et Isia, malgré l'homme parfait qui était son mari, sa maison parfaite, les servants qui faisaient tout le travail, ses beaux-parents adorables, et la vie dont elle rêvait enfin devenir réalité, ne souhaitait plus qu'une seule chose, devenir mère. Voyant qu'elle n'était toujours pas enceinte, elle prit la décision de refaire un souhait le plus tôt possible. Après avoir dîné et une fois dans leur lit, elle attendit que son mari s'endorme avant de sortir de chez elle discrètement. Une fois encore, elle se rendit au milieu de la nuit au puits près des ruines. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas remis les pieds à cet endroit. Pourtant, rien n'avait changé. L'ambiance était tout aussi effrayante. Isia ne perdit pas de temps en arrivant et se pencha au-dessus du puits des souhaits, retira sa bague de mariage, l'approcha de ses lèvres et dit : « Je souhaite tomber enceinte. » Encore une fois, elle attendit le son de la bague touchant le fond, mais rien. Et de nouveau, elle sursauta en entendant des bruits de pas s'approcher d'elle, et chercha du regard cette même femme sublime croisée 2 ans auparavant. Cette dernière apparut, cette fois-ci dans un noir plus obscur dû à l'absence de lune.
Il semblait à Isia qu'elle avait changé. Son visage était moins lumineux, les traits plus fins encore. Mais son voile qui cachait ses cheveux était plus bas sur le front, où 2 bosses semblaient se dessiner. Son cou était fripé, tout comme ses mains, qui ressemblaient fortement aux mains meurtries des villageois travaillant la terre et subissant le soleil rude. Ses vêtements étaient les mêmes, Isia en était sûre, mais ils étaient sales et déchirés par endroits. Elle l'observait ainsi s'approcher recourbée, comme si son dos était lourd à porter, jusqu'à arriver au puits où elle se tenait encore une fois à l'opposé. « La vie tu veux porter, et je ne peux te l'accorder, ton don n'étant pas assez. » « Que dois-je donner alors ?» répondit Isia, interloquée. « Pas un objet, mais une âme chère à ton cœur. » Isia voulut reprendre la parole, mais la femme du puits s'éloigna lentement dans un bruit de sabots, jusqu'à disparaître. La jeune femme rentra chez elle, et, contrairement à la dernière fois, elle ne dormit pas de la nuit, trop occupée à réfléchir. Allait-elle sacrifier quelqu'un de cher à son cœur ? Les gens qu'elle aimait étaient peu nombreux. Son mari Adil, son père et Eya. Elle ne peut pas sacrifier son mari, le père de son futur enfant, l'amour de sa vie. Eya ? Non, bien sûr que non. Elle l'aime tellement. Elle est comme sa sœur et a besoin d'elle. Son père ? Mais comment pourrait-elle faire cela ? Il lui a donné la vie. Elle ne peut pas lui prendre la sienne. Après une nuit blanche passée, Adil, qui avait remarqué l'état de sa femme, pensant qu'elle se sentait mal à cause de leurs problèmes de fécondité, lui proposa d'aller rendre visite à Eya afin de lui parler de ce qui la tracassait et revenir de bonne humeur. Elle suivit ses conseils et se rendit à pied à Agerd comme elle faisait plusieurs fois dans la semaine. Elle réfléchissait sur la route à ce qu'elle devait faire car elle n'était prête à sacrifier aucun des 3. Une fois dans son village d'origine, elle se rendit chez Eya qui lui annonça son mariage prochain avec un garçon de Fouaneau. Cette annonce faisait tellement plaisir à Isia qu'elle en oublia presque son dilemme. Il était évident qu'elle ne pouvait la sacrifier. Elle était sur le point de vivre la vie qu'elle aspire depuis si longtemps. Elles allèrent rendre visite à son père chez sa cousine Aïba. Il le vit dans un état déplorable. À moitié paralysé, il n'arrivait plus du tout à se mettre debout, devait être aidé pour aller à la selle, et d'autres soucis qui brisaient le cœur de Isia. Il était évident maintenant pour elle qu'elle devait mettre fin à ses souffrances et le sacrifier pour son bonheur, et pour le sien par la même occasion. Elle décida de dormir chez son oncle, après avoir prévenu son mari de son absence par l'intermédiaire de marchands qui se rendaient à Fouaneau. La nuit tombée, elle se rendit à l'étable, prépara l'âne, alla récupérer son père muet, l'installa sur l'animal, et s'en allèrent tous les deux au puits. Les larmes ne cessaient de couler de ses yeux, se demandant ce qui lui prenait. Mais elle se rappela de la récompense derrière ce sacrifice et à quel point tout cela en valait la peine. Son père n'émettait aucun son, aveugle de confiance à l'égard de sa fille, qui il apprit la nuit dans le plus grand des secrets et menée aux ruines des anciens, profitant de son handicap. Une fois près du puits, elle descendit son père de l'âne et le serra une dernière fois dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Elle l'embrassa et l'installa sur le bord du puits. Elle croisa son regard un instant et y vit une peur encore jamais perçue dans les yeux de qui que ce soit. Tout en le poussant dans le gouffre, elle balbutia un pardon et ferma les yeux et les oreilles pour éviter de voir ou entendre son père sombrer dans le néant de ce trou. Quelques minutes passèrent avant qu'elle ne rouvre les yeux et regarda autour d'elle. Aucun signe de vie ne se manifesta. Elle s'en alla en courant jusqu'à Agerd, complètement désemparée par ce geste de désespoir. Elle ne put s'empêcher, alors qu'elle était loin, de se retourner pour regarder le puits une dernière fois, l'âne braillant à en cracher les poumons. Elle distingua dans l'ombre de la faible lumière émise par la lune une silhouette, s'engouffrer dans le puits. Isia se remit de plus belle à courir dans le sens opposé, comme si le diable était à ses trousses. Elle vit aussi son âne s'éloigner à toute vitesse du puits près duquel il était resté. Isia ne dormit pas du reste de la nuit jusqu'à entendre à l'aube des voix appelant le nom de son père. L'âne fut retrouvé errant aux alentours du village, et personne ne comprit ce qui a bien pu se passer,
son père étant incapable de se déplacer tout seul. Elle rentra le jour même chez elle à pied, sans jeter un œil aux ruines, accompagnée de sa meilleure amie Eya, le visage humide de larmes depuis des heures. Arrivée dans sa demeure, Adil, ayant appris la nouvelle, la consola. Elle passa ses jours ainsi à ressasser la nuit où elle a sacrifié son père, regrettant amèrement son geste lâche. Mais un mois après cette tragique soirée, elle apprit l'heureuse nouvelle. Elle portait enfin la vie, pour son plus grand bonheur et celui de son mari. 10 années se sont écoulées où Izia, son mari Adil et leur fils Aiden menaient une vie parfaite, comme la jeune femme en a toujours rêvé. De plus, sa meilleure amie vivait maintenant juste à côté. Elle n'allait donc que très rarement à Agerd. Mais le bonheur est de courte durée. Peu avant ses 10 ans, Aiden ne se nourrissait plus et vomissait énormément. Après avoir consulté plusieurs médecins dans les grandes villes, le diagnostic était tombé. Leur fils était condamné. Il fallait accepter cette fatalité. À l'annonce de cette nouvelle, Izia ne pleura pas, contrairement à son mari qui s'effondra. Il était évident pour la jeune femme qu'elle irait au puits une nouvelle fois, quitte à sacrifier son mari, sa vie, elle le ferait. Elle l'a fait avec son propre père. Le temps était compté. Il fallait absolument qu'elle trouve le moyen d'amener Adil près du puits pour ainsi le sacrifier et sauver son fils. Son cœur se brisait à l'idée de le tuer, mais elle ne se laissait pas submerger par les émotions et essayait de garder la tête froide. Voir son mari dans un tel état de tristesse au sujet de Aiden lui ravivait ses blessures, mais elle évitait de le regarder afin de prendre les bonnes décisions. Un soir, après avoir embrassé son fils très malade couché dans son lit, elle rejoignit Adil dans la pièce principale où il buvait un café. L'état de Aiden se dégrade à vue d'œil. Les médecins ne lui donnent pas un mois à vivre. Je pense qu'il en a pour moins longtemps, dit Adil, le regard perdu dans son verre de café chaud. Oui, on a besoin de prendre l'air, je pense. On est trop enfermés dans la maison. Tu m'accompagnes marcher un peu ? Lui répondit Izia, qui évitait de le regarder dans les yeux. Cela faisait un moment que le couple n'arrivait pas à se parler ou se regarder sans pleurer, la vision de l'autre leur rappelant à chaque fois leur fils proche de la mort. Oui, je veux bien prendre l'air. Allons-y. Aiden doit sûrement dormir. Le couple sortit de la maison en pleine nuit, tenant une lanterne dans la main pour éclairer leur route, bien que la lune soit pleine. Ils marchaient au même niveau et prirent le chemin menant à Agerd silencieusement. Non loin des ruines, Izia sortit de la route, en direction du puits, son mari la suivant. Je me rappelle plus jeune, je venais par moments jouer dans ces ruines avec mes cousins et mes amis. Et Aiden ne pourra jamais le faire, dit Adil, la voix lourde. Izia ne répondit pas et continua sa route vers le puits, les larmes plein les yeux suite à ses paroles. Oui, il le vivra, Adil, mais tu ne seras pas là pour le voir, pensa-t-elle. Je n'avais jamais vu ce puits-là. Tu penses qu'il y a de l'eau ? Il s'approcha du puits et se pencha au-dessus pour essayer de voir le fond. Izia ne parlait toujours pas, mais le regardait attendri, essayant d'enregistrer les derniers instants de son mari, son visage angélique, son corps musclé, sa démarche sûre. J'espère que ton fils te ressemblera plus tard, mon amour. Adil se tourna vers sa femme, la regarda dans les yeux pour la première fois depuis des semaines et lui dit : Tu sais que je t'aime plus que tout. Et même si nous perdons notre fils, je t'aimerai toujours autant, tu le sais. C'en était trop pour Izia. Elle courut vers son homme et le serra dans ses bras en sanglotant, ses larmes étouffant sa respiration, se lâchant totalement après s'être empêchée de craquer depuis autant de temps qui semblait lui être une éternité. Elle portait tellement de poids sur ses épaules, la peur, la culpabilité, l'amour pour sa famille, qu'elle ne tenait plus sur ses jambes. Comment pouvait-elle penser vivre sans lui ? Bien sûr, la perte d'un enfant est la pire des choses qui puissent arriver, mais ils surmonteront cette épreuve, elle en était persuadée. Elle s'est laissée aller quelques secondes, seulement quelques secondes, où elle a baissé sa garde et entendit son mari. Je souhaite que mon fils ne soit plus malade. Izia s'est retrouvée engouffrée dans le puits des souhaits, jetée par son amour,
son regard coupable et larmoyant étant la dernière chose qu'elle aura vue dans les yeux de son âme sœur avant de sombrer dans le néant, le souhait qui la brûlait ardemment étant les dernières paroles qu'elle aura entendues et non prononcées. Les bras tendus à l'intérieur du puits, pleurant à chaudes larmes, Adil recula lentement et tomba, le cœur brisé, se tenant la tête, n'acceptant pas un tel acte commis de ses mains. Quelques instants passèrent où Adil ne se calmait pas, jusqu'à ce qu'un bruit l'interrompît dans son chagrin. Des sabots se faisaient entendre non loin. En cherchant du regard, il eut une vision d'horreur qui le fit de nouveau tomber à la renverse. Il vit s'approcher de lui une silhouette humanoïde accroupie au plus près du sol, portant une longue jupe arrachée, laissant paraître des pattes au lieu de jambes humaines. Elle avançait vite en se dandinant, et son visage auquel il ne faisait pas attention, trop occupé à regarder ses membres inférieurs. Ce visage déformé, une large bouche, laissant paraître des dents jaunes noyées dans la bave, des cornes passant à travers le voile couvrant ses cheveux, une peau asséchée. Sans faire attention à Adil, la créature bondit sur le bord du puits et s'apprêta à s'y engouffrer. Ton souhait est accordé. Ton fils ne court plus aucun danger. Merci pour le buffet. À bientôt. Lui dit-elle sans se retourner. À jamais, c'est la dernière fois que tu me vois. Lui répondit Adil, oubliant sa peur un instant, aveuglée par la haine. Accroupie sur le bord du gouffre, elle tourna sa tête vers le jeune homme à terre, et un sourire sournois dessiné sur les lèvres lui rétorqua. Oh que si, mon ami, tu reviendras, sois-en sûr. Tu es le même que ton père, toujours à vouloir plus. Et disparut aussitôt dans la tombe de sa femme.